Pendant l'intervention, vous pouvez poser vos questions à l'aide du chat. On disposera d'une dizaine de minutes après l'intervention pour répondre à vos questions. Bonjour, je m'appelle Arnaud Chevalier, je suis consultant en digitalisation pour améliorer la performance des établissements de santé. J'ai été directeur d'EHPAD pendant plusieurs années, pendant 8 ans, j'ai passé 10 ans avec mes stages en EHPAD. Et ce qui m'a amené à ces projets aujourd'hui, donc à rejoindre le cabinet d'expertise comptable Dynamétrie, avec lequel je travaille sur l'automatisation et la construction de tableaux de bord en récupérant les bases de données, l'ensemble des bases de données des organisations pour construire un outil d'aide à la décision simple et efficace. Ce qui m'a amené à ce projet, c'est de me rendre compte au quotidien, en vivant d'une manière professionnelle, mais en passant énormément de temps dans les établissements de santé et plus particulièrement dans les EHPAD, c'est qu'au niveau de la technologie, des moyens à disposition des équipes, voire même des résidents, dans leur quotidien, on n'a vraiment pas grand-chose. Je me suis rendu compte, alors même si on n'a pas grand-chose, les choses ont quand même pas mal évolué ces dernières années. En suivant à la fois les avancées technologiques entre la mobilité, le Wi-Fi, les tablettes, les smartphones, malgré tout, par rapport à ce qui peut se passer au quotidien, à ce qu'on peut avoir dans notre poche, quand on travaille dans un établissement de santé, on a accès à beaucoup moins de technologies. Et je trouve ça vraiment dommage parce que on a une mission qui est super importante, c'est d'accompagner les personnes les plus fragiles, c'est de pouvoir par exemple à l'hôpital, de pouvoir guérir, dans les établissements médico-sociaux, de pouvoir accompagner. Et pourtant, alors que la technologie existe, on ne l'a pas à disposition pour aller plus loin dans notre mission ou pour améliorer les conditions de travail et finalement pouvoir passer par exemple plus de temps auprès des résidents. Et du coup, j'ai plaisir à échanger avec Monsieur Hamelin de la société Comarch qui travaille sur les systèmes pour justement produire, générer, fiabiliser les données au service des résidents et des professionnels. Bonjour, je suis Bruno Hamelin, je suis directeur de mission e-santé chez Comarch. Donc mon rôle, c'est avant tout de faire la promotion des solutions de Comarch en rapport avec la santé et également d'aller à la rencontre des clients et des différents responsables d'établissements notamment pour concevoir avec eux les solutions de demain. Comarch est un éditeur de logiciels qui propose un ensemble de solutions pour la santé, pour la e-santé, avec notamment des solutions pour la gestion d'établissements, des solutions également pour la gestion des cabinets médicaux, mais également des solutions de télémédecine plus récemment, avec notamment des solutions de type IoT, donc objets connectés, qui permettent donc de récupérer des données, de les collecter et ensuite de suivre les informations à travers de plateformes ou de portails. Donc en fait vous êtes spécialiste de la télémédecine, vous avez mené des expérimentations surtout en Pologne dans une clinique spécialisée qui vous appartient et dans laquelle vous avez pu innover. Mais par exemple en France, un EHPAD, comment vous pourriez intervenir, quelle valeur vous pourriez lui apporter? Alors je pense que l'enjeu principal auquel on peut répondre, c'est maximiser le temps utile auprès du patient. Okay. Et ouais. Ça, on sait bien, les personnels de santé sont mis sous pression, ouais. Doivent réagir très vite, doivent être multitâches. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est éviter les déplacements inutiles, c'est collecter de l'information directement auprès du patient et permettre donc un suivi de toute l'information qu'on va pouvoir collecter sans avoir forcément besoin d'aller auprès du patient. Mais d'être alerté également, et ça c'est extrêmement important, alerté en cas de problème, pour qu'on puisse intervenir en cas de chute par exemple, okay. En cas de détection d'un problème. Et donc on va développer toute une batterie de solutions basées sur des capteurs qui vont capter une information, la restituer, l'analyser, okay. Et envoyer la bonne information aux professionnels de santé. Donc, ce qui permet en fait de sécuriser d'une part le patient, et avec les solutions de télémédecine qui vont compléter en fait nos solutions, on va permettre d'assurer
un suivi des soins du patient. Ok. Donc vous avez, alors par exemple, quel type de capteurs qui vont pas être directement, je pense, sur des données médicales en fait. On est plus sur de l'activité, sur des informations par rapport à ce qui se passe peut-être dans un environnement, dans la chambre par exemple, si on parle des chutes. Et quel type de capteur vous avez, quel type de données vous allez pouvoir collecter et dans quel but? Sans rentrer sur la partie tout de suite télémédecine. Oui, j'ai bien compris la question. En fait, ce qui est intéressant chez Comarch, c'est qu'on dispose d'un laboratoire IoT et donc nous produisons nos propres solutions. Okay. Et, ce qui nous permet d'adapter nos solutions, d'aller au plus proche du besoin. Et ça, grâce à notre clinique, on a, je dirais, sous la main les professionnels de santé avec lesquels on peut travailler au quotidien et concevoir des solutions qui sont pragmatiques, pratiques, faciles à utiliser. Et donc avec cet atelier d'IoT, on peut imaginer toutes sortes de capteurs. Alors je peux prendre l'exemple d'un projet qui s'est développé depuis 2 ans dans la ville de Słupsk, qui est une ville au nord de la Pologne, et qui permet donc de maintenir les patients, les personnes âgées à domicile en sécurisant complètement leur lieu de vie, donc leur habitat, et en complément en réalisant un suivi médical. Okay. Et là, sur ce projet, on a disposé de différents capteurs, et notamment des capteurs qui vont être capables d'identifier s'il y a un gaz inflammable, ou du monoxyde de carbone par exemple, et d'intervenir en cas de détection de ce gaz. Donc c'est un exemple parmi d'autres. On peut imaginer, et là on est dans ce qu'on appelle le smart metering, c'est-à-dire qu'on va récupérer des signaux faibles, et à partir de ces signaux faibles, donc ça va être par exemple l'usage des robinets, ça va être l'usage des interrupteurs dans le domicile, on va être capable d'avoir une modélisation du comportement de la personne en cas normal, dans sa vie de tous les jours, et lorsqu'il y a un changement, eh bien, notre couche d'intelligence artificielle va permettre donc d'identifier qu'il y a une problématique et envoyer des messages d'alerte. Okay. Donc permettre d'identifier qu'il y a un problème. Que la personne ne s'hydrate pas correctement, par exemple, si on détecte qu'il y a un usage moins important de l'eau. Moins ou trop, en fait, vous êtes sur une logique de domotique ultra sophistiquée où vous allez rechercher justement cette notion au-delà de faciliter l'accès, de l'autonomie, c'est vraiment aussi de comprendre et d'analyser l'activité. Complètement, tout à fait. Alors on va se baser sur des capteurs qui sont des capteurs extrêmement petits et légers. Hein. C'est une information qui est, comme je vous le disais, ce sont des signaux faibles, donc c'est absolument pas intrusif. On ne va pas poser de caméra, il n'y a pas de radar, c'est vraiment des petits signaux qui vont effectivement être analysés, et toute l'intelligence se trouve au niveau de la plateforme, qui elle va analyser l'information et être capable d'envoyer des alertes en cas de problème. Alors j'imagine à domicile, vous envoyez d'abord les alertes peut-être sur la famille, les aidants, et peut-être après dans un deuxième temps auprès d'un corps médical ou d'intervenants paramédicaux. On peut imaginer tout à fait fonctionner sur ce principe. Dans le cadre de ce projet, la ville a mis en place un système équivalent à cela, avec des intervenants et des personnes capables d'appeler la personne, et puis un deuxième niveau d'appel avec des professionnels de santé. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver par exemple sur un schéma assez classique des systèmes de médaillons d'appel ou de montres d'appel, où finalement il faut que la personne déclenche elle-même une alerte. Là du coup vous allez détecter les alertes, pas vraiment en amont, même si avec les signaux faibles on peut même peut-être anticiper et se dire attention, mais du coup c'est pouvoir détecter une information d'une manière automatique sans que la personne ait elle-même à signaler. Complètement, tout à fait. Et là on peut également parler d'une autre solution qu'on développe et qui je pense peut particulièrement intéresser les EHPAD. C'est notre montre connectée multifonction. D'accord. Alors on connaît la montre connectée, ça existe depuis quelques années maintenant. Ça se développe bien, même moi j'en ai une. Mais nous, en fait, on a développé donc une montre connectée particulièrement adaptée aux personnes âgées. Okay. Donc c'est une montre, dans sa dernière version, il n'y a pas d'écran, tout
simplement. D'accord. Ce sont simplement des boutons Ok. qui donc une simplicité d'usage qui permet donc même à des personnes âgées qui ne sont pas Ouais. forcément très à l'aise avec les outils ou les interfaces qu'on Oui, maîtrise. tactile, ils aiment pas. de notre Là, côté. on voit bien les boutons, c'est ça, qui Voilà. dépassent et. Là, il y a 3 boutons. Ok. Il y a des Très lumières, simple. la Ouais. montre parle, donc D'accord. peut informer son utilisateur. Et comme je vous le disais, c'est une montre multifonction qui va être capable de récupérer de l'information. Une fonction qui est extrêmement intéressante et qui va, sans être intrusive, permettre de localiser la personne et donc d'intervenir en cas de problème, c'est la localisation à l'intérieur d'un établissement ou à l'extérieur. D'accord. Un système GPS donc qui permet de repérer d'éventuelles sorties. Et du coup, vous avez quelle précision pour le repérer dans l'établissement? Alors dans l'établissement, on va poser ce qu'on appelle des beacons. Alors les beacons D'accord. sont des petits capteurs qui font quelques centimètres, Ok. qui vont se coller sur les murs. Ok. Dans un établissement d'une taille normale, un EHPAD de 2 ou 3 étages, on va poser 200 ou 300 beacons. Ok. Et là, un beacon va être capable d'identifier, de repérer donc une personne dans un rayon, je dirais, de 15 à 50 mètres. Ok. On va tenir compte des capteurs les plus proches, donc, Ok. qui disposent du signal le plus fort, le plus important. Ok. Ça marche. Mais par contre, on ne va pas envoyer l'information en continu. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur la console. Oui, ça n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est extrêmement important pour veiller à ce que les données soient vraiment des données utiles et non pas une traçabilité complète de la personne. On ne va pas suivre la personne. Ouais. On va simplement, au moment où on en a besoin, on a besoin de localiser la personne, en cas de chute par exemple. Ouais. Et ça, le bracelet va émettre une alerte en cas de chute. Et bien, ça permet à l'équipe médicale ou à l'équipe de l'EHPAD de savoir exactement où se situe la personne et donc d'intervenir directement. Ok, c'est vraiment le côté intelligent, on n'envoie pas de la donnée dans tous les sens, c'est vraiment au cas par cas et en fonction Et c'est de au paramètres moment établis. où on en a besoin. Et au moment où on effectivement. en a besoin. De la même manière, on va savoir quand une personne quitte l'établissement, on va savoir envoyer une alerte. Lorsqu'elle se rend dans des zones interdites, on va savoir aussi envoyer une alerte. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et lorsqu'elle quitte l'établissement, c'est le système GPS qui prend le relais. D'accord. Et là, on sait aussi où On sait se précisément, trouve ouais. la personne. Donc ça veut dire que la montre, si l'infirmière appelle, contacte le résident, la montre peut répondre et le résident va être en contact avec l'infirmière. Complètement, tout à fait. Et on a développé, comme ces solutions sont vraiment dédiées aux personnes âgées, plusieurs modes d'appel. Donc la montre va sonner, mais il y a également une petite LED lumineuse qui va clignoter pour les personnes qui n'entendent pas bien, D'accord. et avec la possibilité de répondre avec simplement l'appui sur un bouton. Ok. Et ça marche dans les deux sens, puisque sur le bracelet, on est capable de programmer 2 numéros d'appel. Ok. Donc ça peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, un premier numéro d'appel qui va permettre d'appeler les aidants ou la famille, et un deuxième numéro d'appel d'urgence qui lui va permettre d'appeler le D'accord. personnel de santé. Ouais, ce qui est super intéressant parce que ça permet à la fois de réduire l'angoisse et la notion de l'appel malade, c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur et c'est vrai qu'en fait, si on est juste sur un bouton classique et qu'on ne peut pas réellement préciser ou après c'est plusieurs boutons mais ça complique, en fait le soignant ne sait pas si juste il y a besoin d'apporter, je sais pas, une bouteille d'eau ou si la personne vient de glisser et s'est cognée en fait. Donc le fait de pouvoir en même temps appeler et parler, c'est super intéressant et je trouve que ça permet aussi à l'infirmière, aux soignants de pouvoir en fait déjà se mettre en condition, savoir ce qui va l'attendre, donc c'est à la fois rassurant. Et puis un truc tout bête, mais si elle s'attend à une situation entre guillemets un peu d'urgence, elle prend le matériel. Ouais. Et puis on répond à une problématique qu'on rencontre souvent avec les systèmes d'alerte, c'est l'over-alerting, c'est-à-dire qu'on va envoyer des alertes qui sont en fait ce qu'on appelle des faux positifs. Ouais, c'est ça. En fait, fausse alerte. Il y a pas, c'est une fausse alerte, il n'y a pas de nécessité d'intervenir. Ouais. Donc on va pouvoir appeler la personne, la contacter et savoir s'il y a réellement un cas de nécessitant une intervention. Ok, ça c'est super intéressant.
Peut-être une question du coup par rapport au test que vous avez pu faire en Pologne. Quel retour, quel témoignage vous avez de la part à la fois des personnes et des accompagnés et des soignants? Alors, le retour qu'on nous a fait au travers de différents témoignages, c'est déjà des personnes qui se sentent en plus grande sécurité à domicile, et donc qui peuvent rester plus longtemps à domicile. Et de la part des autorités de la ville, eh bien une grande satisfaction également, puisque ça leur permet d'apporter une solution eh bien, à des personnes dépendantes à domicile, en les conservant à domicile le plus longtemps. Ok, d'accord. Et d'un point de vue médical, au niveau de la clinique, comment les médecins réagissent ou adoptent peut-être l'outil? Alors au niveau de la clinique, mais également dans le cadre du projet SUPS dont je vous parlais, Ouais. on a mis en place donc cette notion de capteur et d'encadrement en fait de la vie de la personne pour sécuriser d'une part le résident, enfin, la personne à domicile, mais on a aussi utilisé une autre solution de Comarch qui est le Diagnostic Kit, qui est en fait un ensemble de dispositifs médicaux transportables qui permettent donc d'intervenir au domicile et de réaliser l'ensemble des prises de mesures, l'ensemble des prises de constantes qu'on va trouver également au cabinet du médecin. Donc cette valise est constituée déjà d'une tablette qui va concentrer l'information et qui va permettre donc de piloter l'ensemble des dispositifs, et une dizaine de dispositifs qui vont permettre de prendre la tension, le pouls, la température, le poids. On a aussi une valise, un ensemble de dispositifs connectés assez larges en fait, et qui ont comme particularité d'être Bluetooth, donc sans nécessité d'installation complexe, de connecter, etc. Donc un usage simple, avec une manipulation au travers de la tablette, qui va permettre donc à un aidant, ou même à la personne, on peut même imaginer la personne en autonomie, prendre l'ensemble de ces constantes, ce qui nous permet donc de faire, en plus du suivi de la personne, et donc veillant à la sécurité de la personne, on va faire un suivi médical de la personne en récupérant ces constantes, et même en permettant de rentrer en téléconsultation avec le médecin, toujours au travers de la tablette. Le médecin va pouvoir voir et échanger avec la personne et en temps réel recevoir les informations sur les constantes du patient. Oui, ce qui est super intéressant, parce que j'imagine à domicile, on doit parfois, alors soit pas avoir le matériel, ou alors avoir parfois des trucs un peu folklore, quoi. Et il y a ce problème, enfin, je sais qu'on y est confronté en EHPAD, et c'est parfois même un peu, ça me semble parfois un peu strict de dire il faut, attention, l'étalonnage tous les ans de la balance, parce que sinon c'est vrai que, alors si on est à quelques grammes, ça change pas grand chose, mais il faut cette fiabilité. Si on est sur des outils encore plus techniques, plus aboutis, on parle du pouls, on peut parler de la tension, je veux dire là, un petit détail peut vraiment changer les choses. Et c'est vrai que la difficulté avec ce qui peut se passer à domicile, c'est qu'il y a une déperdition importante d'informations. Oui. Et cette notion de Bluetooth, elle est intéressante, parce que c'est de dire, ok, non seulement je prends pas de temps à retranscrire, en sachant que la retranscription est source d'erreur, donc ça c'est un intérêt majeur. Et je pense du coup à l'EHPAD de se dire aussi, ben voilà, pour l'infirmier, c'est un gain de temps. Et puis aussi, ça lui permet aussi de se libérer un peu son esprit, de se dire, voilà, c'est bon, j'ai pris la mesure, je sais qu'elle est partie, elle est sécurisée, elle est stockée. Éventuellement, on peut même communiquer en direct. Si on imagine, je ne sais pas, par exemple, avoir le 15 ou avoir le médecin traitant au téléphone qui dit bah alors, ouais, ça va pas, mais c'est quoi la tension, la température, on en est où? Je veux dire, ça simplifie les choses. Et c'est vrai que c'est tout bénef pour tout le monde, en fait, parce qu'on améliore l'accompagnement, on simplifie la prise en charge. C'est d'autant plus important qu'avec la crise qu'on est en train de vivre, les téléconsultations ont augmenté en flèche, et ce qu'on peut lire des retours, notamment des médecins, c'est que c'est un outil qu'ils ont commencé à utiliser et exploiter, mais ils restent quand même très frustrés, parce que malgré l'échange avec le patient, qui peut se faire via une caméra, mais le fait de ne pas pouvoir prendre les constantes,
c'est la moitié d'une consultation. C'est une consultation qui n'est pas complète. Et donc, avec notre solution, on parle d'une téléconsultation augmentée. C'est-à-dire qu'on va non seulement avoir la vidéo, le contact avec le patient, mais aussi la remontée de l'ensemble des paramètres, l'ensemble des constantes du patient. Une réelle consultation. Et ce qui est, alors du coup, il faut ce partenariat avec soit les dents, soit la personne, soit l'équipe soignante. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut régler certaines difficultés, notamment des établissements, mais pas que, sur des zones où c'est difficile d'avoir accès aux médecins rapidement. On peut parler d'un désert médical. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi de lever en fait une limite de la télémédecine. Ce que vous dites, c'est intéressant parce que à titre perso, je me souviens d'avoir fait une téléconsulte. Je crois que c'était le lendemain de l'autorisation. Je sais plus, c'était 2017-2018. Ouais. Et pour ma petite fille qui avait de la fièvre, qui n'était pas bien, et le médecin me dit, c'est certainement une otite, sauf que je peux pas voir son oreille. Du coup, docteur, mais non, en fait, c'est pas possible. Je dis donc, je peux vous dire que c'est pas très grave, ça va aller. Si demain, ça peut attendre demain, parce qu'il était 20h, 21h. Donc en fait, la question c'était est-ce qu'on va aux urgences ou pas. Il n'y a pas d'urgence. Par contre, voilà, demain, si ça va pas, allez chez votre médecin traitant, il pourra regarder l'oreille, mais a priori, c'est pas très grave. Et du coup, on est rassuré, mais c'est vrai que on aurait peut-être pu aller au bout. Alors dans notre valise, on a un otoscope. Voilà. Qui permet de prendre une image de l'intérieur de l'oreille et d'envoyer cette information directement au médecin qui la consulte sur son écran. Et ça peut être fait par exemple par un aidant. C'est pas trop technique. Alors au départ, on a imaginé notre solution comme une solution permettant au patient lui-même de prendre ses propres mesures. Ouais. On a travaillé sur l'ergonomie de la solution sur la tablette pour que ce soit extrêmement simple. Ouais. Et ça, on a des retours qui démontrent que c'est effectivement une solution qui est simple d'utilisation, malgré tout. Et pour certains dispositifs, mais également pour pouvoir répondre au plus grand nombre de cas. On part plutôt aujourd'hui sur une utilisation avec le binôme médecin et infirmier à domicile, l'aidant, qui va permettre donc d'aider la personne dans la manipulation des dispositifs. Okay. Est-ce que au-delà de cette mallette, est-ce que du coup au-delà des capteurs, dans la notion des objets et des outils connectés, est-ce que vous avez des projets, des perspectives? Est-ce que vous avez des choses qui vont peut-être bientôt sortir pour aller encore plus loin? Oui, je ne vous ai pas parlé des autres objets connectés qui sont conçus et développés par Comarch. Il y a notamment plusieurs objets, plusieurs dispositifs qui ont trait au suivi cardiaque du patient, avec une cardio-veste notamment. C'est une veste qui est un dispositif portable par le patient sur une longue période et donc qui permet de récupérer des données à tracer sur, on peut dire par exemple, une trentaine de jours. Donc ça peut être utile avant une opération ou après une opération pour identifier des problèmes potentiels. Alors quand on récupère un tracé sur une aussi longue période, en sachant qu'on a un émetteur qui permet de renvoyer l'information toutes les 24 heures, donc on va récupérer un tracé de 24 heures d'une personne, c'est là que se trouve toute l'utilité de la couche d'intelligence artificielle, puisque c'est cette intelligence artificielle qui va analyser l'information et identifier sur ce tracé quels sont les problèmes potentiels. Ce qui permet aux médecins, aux cardiologues, de se concentrer uniquement sur les épisodes. D'avoir une synthèse de ce qui s'est passé et du coup de ne pas avoir à peut-être analyser 30 jours d'informations, 30 jours de courbes, avoir une vue globale. Et c'est super intéressant parce que d'un point de vue médical, j'imagine que ça permet d'avoir vraiment de l'information et de la matière pour pouvoir analyser, diagnostiquer. Et finalement, c'est un outil d'aide à la décision. Oui, on voit bien l'utilité de l'intelligence artificielle qui fait peur. Les médecins se disent je vais être remplacé par une machine. Eh bien non. En fait, l'intelligence artificielle, dans ces cas-là, vient complètement en support du personnel de santé et va permettre justement d'optimiser le temps passé à analyser les informations. Oui, et de le passer, c'est ce qu'on reproche parfois, de passer plus de temps au contact de son patient et peut-être de lui expliquer plus la marche à suivre, le fonctionnement, de pouvoir le rassurer, oui, plutôt qu'être dans des courbes et puis
à faire quelque chose que finalement l'ordinateur peut faire mieux que lui. Par contre, l'ordinateur ne fera pas la relation avec le patient et l'analyse et la compréhension globale de la problématique. Ouais, complètement. L'enjeu. Alors vous me demandiez quels étaient nos projets. On recherche justement toujours quelles sont les solutions qui peuvent aider, qui peuvent apporter un support aux équipes médicales de manière à maximiser toujours le temps utile auprès du patient. Donc je vous parlais des solutions sur la cardiologie. Eh bien, on recherche d'autres types de solutions, toujours pour aider à récupérer le maximum d'informations et analyser cette information pour identifier des problématiques et permettre au personnel de santé d'intervenir de manière utile au bon moment. Au bon moment, et on peut même imaginer une logique de prévention en fait, par ces signaux faibles, de pouvoir finalement détecter voilà, quelque chose qui est en train de débuter ou des signes précurseurs, et du coup de pouvoir anticiper et prévenir plutôt que guérir. Et c'est dans l'intérêt aussi de tout le monde, à la fois du système de santé mais surtout du patient. Si on peut éviter, si on est par exemple sur une logique cardiaque, de dire attention, on suspecte quelque chose, de se dire bah oui, et on va pouvoir traiter tout de suite et éviter peut-être un accident voilà. Et cette logique-là, on va la retrouver que ce soit dans la chute, dans la prise des repas, dans le fonctionnement au quotidien. C'est éviter l'accident qui est intéressant. C'est la sécurité avant tout, et un suivi médical renforcé avec l'information juste et au bon moment. Oui. Tout à fait. Exactement ça. Ok.